compte de ceci, qui identifie effet de gravitation et effet d'accélération. En fait, je procède, et il y a une lignée complète conceptuelle de Galilée à la relativité restreinte puis à la relativité générale, par ce qu'on appelle le principe de covariance. La mécanique classique prévoit une construction des lois de la physique et construit d'un point de vue mathématique les lois de la physique en supposant qu'elles sont dites invariantes de Galilée. C'est-à-dire pour un observateur qui observe des phénomènes et pour un observateur qui se déplace à une vitesse constante par rapport au précédent, il n'y a pas de différence. Je vois la même chose. Dans le cas de la relativité restreinte, je passe à l'étape supérieure, pour un observateur qui observe des phénomènes et qui les décrit à travers des lois physiques, pour un autre observateur qui se déplacerait à vitesse constante et en tenant compte d'un fait supplémentaire qui est que cette vitesse ne pourrait dépasser la vitesse de la lumière, il n'y a pas de différence. Les lois s'écrivent de la même façon. Dans le cas de la relativité générale, c'est même une généralisation complète. L'objectif théorique fondamental, voire même esthétique de la relativité générale, c'est de construire une description qui soit invariante dans la forme des lois, quel que soit le mouvement de l'observateur, quel que soit le mouvement de la source qui émettra un signal. Que ce mouvement soit à vitesse constante, inférieur à la vitesse de la lumière, ou même accéléré, ou tout mouvement que vous pouvez imaginer, vous essayez de construire une théorie invariante par le mouvement dont les équations s'écrivent de la même façon pour être invariantes, quel que soit le mouvement de l'observateur. Ce qui vous permet d'ailleurs, on commence un peu à le percevoir, de pouvoir parler de ce qui se passe, si cette théorie est valable, tout au bout de l'univers. Si j'ai un mouvement et je suis à un autre point de l'univers, comme ma théorie me permet d'écrire les lois de la même façon, ben je peux décrire ce qui se passe là-bas. Si j'ai une théorie qui n'est pas covariante, si j'ai un mouvement particulier, parce que je suis sur une galaxie ou parce que je suis je ne sais où, dans ce cas-là, je ne peux parler que de mon cas particulier et pas de ce qui se passe ailleurs. Donc je ne peux pas véritablement faire de la cosmologie. Donc tout ceci pour dire que lorsque je vais identifier gravitation et accélération, ce que me dit le principe d'équivalence, je vais être conduit à nécessairement construire une théorie, une description de la nature, ou tout au moins des lois de la physique, invariante, quel que soit le mouvement de l'observateur. Et alors, je construirai ce qu'on appelle la relativité générale. Et en fait, malgré le génial subtilité et capacité à donner du sens aux lois physiques et à des phénomènes physiques de la relativité générale, la relativité générale n'est basée que sur ces deux notions. Le principe d'équivalence et sa traduction mathématique qui est le principe de covariance. Voilà. Le troisième, et voilà, c'est ce que j'écris ici, donc, première équation, mais peu importe, c'est juste pour se faire plaisir, à partir de ce principe d'équivalence et de ce principe de covariance généralisée, et seulement de cela, vous voyez, c'est des phénomènes très simples. Ce qui veut dire, à contrario, que si demain je montre, justement par une expérience spatiale, que à une certaine précision, la masse inertielle n'est pas égale à la masse gravitationnelle, que je ne peux pas toujours supprimer un effet de gravitation par une accélération, ça veut dire que dans ces circonstances-là, la théorie de la relativité générale sera incorrecte. D'accord ? Mais tant que ça est correct, tant que je ne peux pas démontrer que ce que je viens de dire, l'universalité de la chute libre, est bien vérifiée, la relativité générale s'applique. Et elle permet donc d'écrire les équations d'Einstein qui sont ici, où on identifie les propriétés géométriques de l'univers, du système, ce qui va nous intéresser c'est justement l'univers, au contenu énergétique de l'univers. Si on veut rentrer un peu dans le détail, c'est pas n'importe quelle quantité qui intervient ici, c'est des quantités qui ne peuvent être dépendantes que des propriétés de distance liées à la métrique, de la variation de la distance et de la variation de la distance. Ça veut dire que l'espace, il sera suffisant, pardon, excusez-moi, je vais trop vite, il sera suffisant de comprendre, de connaître le point où je me trouve dans l'espace-temps, les propriétés de courbure locale à l'espace-temps, mais pas les propriétés de torsion. C'est-à-dire, si je tordais l'espace, en relativité générale, ils n'interviennent pas. Mais on peut tout à fait imaginer des théories de la gravitation où ces propriétés de torsion sont importantes. Ça voudrait dire que les quantités qui apparaissent ici dépendraient de la variation, de la variation. Degré 3 dans les dérivés qui sont ici. Ce qui est à retenir de cette description, c'est qu'on est passé, bien évidemment, d'un espace et d'un temps séparés à un continuum, espace, temps, énergie. La relativité restreinte avait déjà lié dans un même continuum l'espace et le temps. La relativité générale l'associe
également à son contenu en matière ou son contenu en énergie. Et donc on parlera d'un continuum espace-temps-matière. Qu'on identifie, c'est en d'autres termes ce que je disais à l'instant, les propriétés géométriques, la forme, donc les propriétés géométriques, au substrat et au contenu du système qui nous intéresse. Une des conséquences aussi importantes, c'est que la description est locale. Toutes ces quantités sont calculées en un point, décidément, en un point de l'espace-temps. Pour savoir ce qui se passe ici et maintenant, si je puis dire, je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe très loin et il y a longtemps. Ce n'est pas vrai. C'est une description réellement locale, toujours dans le cadre de la relativité générale. Comme je le disais, seulement la courbure est nécessaire, pas de propriété géométrique d'ordre supérieur, et parce que, comme je le disais précédemment, on est dans une théorie fondée par le principe d'équivalence, c'est-à-dire l'universalité de la chute libre de tous les corps, la constante de gravitation est constante, une même courbure est ressentie identiquement de la même façon en tout point. Mais vous voyez, je laisse ça à votre imagination, si je puis dire, que si je pourrais tout à fait imaginer des modifications à cette description, où la théorie pourrait devenir non locale, c'est d'ailleurs une des difficultés de liaison entre la mécanique quantique et la relativité générale. La mécanique quantique a des propriétés non locales que n'a pas la relativité générale. Donc il y a des raisons de fond conceptuel qui fait qu'on a des difficultés à fondre, à unifier ces deux descriptions. Je peux tout à fait imaginer des descriptions gravitationnelles, et justement la phénoménologie, les phénomènes qui en découlent ne semblent pas être vérifiés, donc on les abandonne, où les propriétés de torsion de l'univers pourraient être importantes, voire même des propriétés encore d'ordre supérieur. Et je pourrais tout à fait imaginer des théories où j'ai une constante de la gravitation qui dépendrait de l'espace, voire du temps. Et dans ce cas-là, je serais amené à modifier les théories, je ne serais plus dans la relativité générale. Mais si je suis dans la relativité générale, j'ai ces propriétés. Lorsqu'on applique cette théorie à un système physique bien particulier, pour lequel on va définir des propriétés géométriques à travers ces quantités géométriques, et des propriétés énergétiques à travers ces quantités, lorsqu'il s'agit de l'univers, une conséquence essentielle qui n'apparaissait dans aucune autre modélisation de l'univers, c'est que l'univers apparaît dynamique. Ses propriétés géométriques, et spécialement de sa partie spatiale, peuvent évoluer avec le temps. Il est possiblement en expansion. C'est ce qu'on vérifie bien, vous le savez, par le mouvement des galaxies dans l'univers. Et on reviendra sur ce point après. Le dernier principe dont on a besoin pour faire de la cosmologie, c'est le principe a priori, on peut aussi s'en écarter, mais a priori le principe cosmologique. Ce qui nous dit alors qui traduit ce qu'on a originellement le principe de Copernic, qui nous dit que nous n'occupons pas de place privilégiée dans l'univers. C'est-à-dire que nous soyons ici ou que nous soyons ailleurs dans l'espace, il existe un principe de Copernic fort, qui imagine même qu'on n'occupe pas de place dans l'histoire de l'univers, mais celui-ci est évidemment plus valable. Nous n'occupons pas de place privilégiée dans l'espace. Ici ou ailleurs dans l'univers, les propriétés de l'univers peuvent être considérées jusqu'à un certain point comme identiques. Et donc, il me suffit d'être ici pour décrire des propriétés qui concernent tout l'univers. En termes plus concrets, ça se traduit par le fait de supposer que l'univers est homogène et isotrope, c'est-à-dire qu'il est le même en tout point, et qu'en un point donné, il est le même dans toutes les directions. Alors le même, c'est toujours vrai, évidemment, par exemple, autour de nous, il n'est pas le même. Il y a un estrade, et puis il y a une zone où il n'y a pas d'estrade. Vous êtes là, je suis ici, il n'est pas exactement le même. C'est évidemment à une certaine échelle que cette approximation, à savoir qu'il est le même en tout point, et en un point donné, le même dans toutes les directions, que cette approximation sera valable. C'est typiquement la centaine de mégaparsecs. Le parsec, vous le savez probablement, ça correspond à une échelle de longueur adaptée aux échelles astronomiques qui est typiquement 3 années-lumière, c'est-à-dire la distance parcourue par la vitesse de la lumière, en 3 ans. Le mégaparsec, c'est donc en millions, 3 millions d'années. Donc typiquement, là, des échelles de 300 millions d'années. La distance que représente la distance parcourue par la lumière en 300 millions d'années, qui est petite à l'échelle, qui n'est pas très grande à l'échelle de l'univers, au-delà de cette échelle, l'univers peut essentiellement être considéré comme identique. D'ailleurs, le résultat de Planck le montre très bien. Il y a un petit écart à cette isotropie du fond de rayonnement de ces photons qui nous viennent des premiers instants de l'univers, mais elle est de l'ordre de moins de 10 millièmes. Elle est très très faible. Donc essentiellement, elle peut être considérée comme isotrope, mais l'écart à cette isotropie joue un rôle dans notre compréhension de l'univers bien évidemment important. Ceci fait que, en fait,
lorsqu'on va calculer des distances, on sait comment le faire dans l'univers. On utilisera donc ce qui est écrit ici, une métrique bien particulière que l'on doit, décidément, qu'on qualifie souvent de Friedman-Robertson-Walker, mais dont je pense qu'il est absolument essentiel d'y associer le maître, qui a joué un rôle, et donc qu'on appellera Friedman le maître Robertson-Walker. Et cette hypothèse, qui consiste donc à supposer que l'univers est le même en tout point et en un point donné le même dans toutes les directions, ramène finalement l'univers à un seul point, ou à un ensemble homogène, et simplifie énormément la description. Les équations que j'écrivais précédemment, qui étaient ici, qui en fait sont équivalentes à 16 équations résumées en une seule expression, se ramènent ici à 2 équations. Une première qui nous dit encore que, effectivement, l'univers est dynamique, une échelle donnée caractérisée par la quantité A ici, qui va représenter une distance entre 2 points de l'univers. Cette distance